c'est dur, c'est Ouais. extrêmement difficile. Mmh. Moi, j'ai vraiment le souvenir, enfin, en tout cas de ces années-là, d'un tunnel, vraiment d'immense tunnel assez noir où c'est assez long de voir la lumière. Euh, et même quand j'y repense, je ne sais pas comment j'ai pu tenir ou comment j'ai tenu en fait à cette époque. Enfin, je me souviens de journées très difficiles dans mon activité professionnelle où j'étais obligée d'avoir une double conversation. Je me rappelle quand je parlais ou quand j'avais des présentations à faire, je me rappelle me dire il faut un verbe dans ta phrase, Aurélie, là, il faut un verbe parce qu'en fait, voilà, Mmh. c'était difficile de me concentrer, voilà, enfin et on est en mode survie. Voilà, on essaye de se concentrer sur ce qu'on a à faire et en même temps, voilà, une impression de pas être là aussi quelque part ou Mmh. d'être voilà là un peu en mode machine, en mode un peu robotique dans ce qu'on fait. Mmh. Sur la vie de couple, c'est aussi extrêmement difficile dans qui fait quoi, dans qui se répartit les rôles, effectivement, dans ces culpabilité parfois de pas en faire assez ou de pas trouver une solution. Et en même temps, il faut gérer ce quotidien, il faut continuer à avancer. Donc, ouais, voilà, c'est extrêmement difficile et je trouvais que c'était presque le plus difficile à gérer, même Mmh. dans l'autisme d'une manière générale, alors qu'on Mmh. n'en parle pas, on n'en parle pas tant que ça, quoi, en fait. Effectivement, Mmh. même dans le diagnostic, dans la prise en charge, etc. Enfin, sans doute aussi de notre fait, parce que on l'intègre aussi presque, je dirais, naturellement, parce que quand même, c'est aussi des enfants qui, enfin, quand ils sont diagnostiqués, ils sortent voilà, de la petite enfance où il y a une espèce de normalité aussi, quelque part enfin voilà, un bébé, forcément c'est normal que ça se réveille un petit peu plus grand, on s'inquiète pas, ça va s'arranger. Puis c'est aussi un peu Mmh. un sujet tabou, comme si on jugeait un peu un bon bébé, un bon parent sur la bonne Mmh. nuit le plus tôt possible que Mmh. fait un bébé. Et donc du coup, je trouve que tout ça se mélange, se poursuit et on ne sait pas trop, voilà, par quel bout prendre les choses, comment en sortir. Et en même temps, voilà, je trouve que même par rapport au reste, c'est le plus difficile à vivre parce qu'en plus, il impacte aussi votre capacité et votre énergie à faire d'autres choses pour la prise en charge de l'autisme, en fait. Mmh. Donc voilà, moi j'ai vraiment ce Mmh. souvenir de tunnel et voilà, d'être avoir été en mode robot et Mmh. voilà, d'avoir été focalisé sur certaines choses et peut-être en avoir du coup loupé d'autres sur cette période où il y avait voilà, où on est un peu l'ombre de soi-même quelque Mmh. part d'une certaine manière. Mmh. Oui. Ouais, non, mais je me retrouve évidemment exactement dans ce témoignage. Moi, c'est un souvenir effectivement d'une période avec une chape de plomb. Donc le réveil après avoir dormi 2 heures, 3 heures dans la nuit, c'est effectivement on se met en pilote automatique parce qu'on sait qu'il va falloir faire, hein, il va falloir quand même tenir jusqu'au soir. Donc voilà, on se met en pilote automatique. Donc bon, c'est évidemment pas des journées satisfaisantes et agréables. Et oui, en plus il y a cette culpabilité de être en pilote automatique, ça veut dire ne pas être présente, ne pas être disponible et ne pas pouvoir être auprès de son enfant comme on voudrait l'être. Je pense en ce qui me concerne, il y avait aussi justement une hypersensibilité, une hyper émotivité Mmh. qui était Mmh. décuplée par le manque de sommeil. Euh, En fait, moi, je me rappelle ce qui m'avait surprise aussi, c'était moi qui suis plutôt une grosse dormeuse normalement, le fait de me dire mais en fait on peut s'adapter à tout. Je peux m'adapter au fait de dormir 4 heures par nuit. On peut donc vivre comme ça. Et c'était à la fois quelque chose, bon, enfin de entre guillemets positif, c'est-à-dire oui, on peut survivre, et en même temps quelque chose de très dur et très déprimant parce que ça veut dire on peut survivre quoi. Et c'est évidemment pas comme ça qu'on a envie de vivre. Euh, il y avait aussi une angoisse même, c'était devenu une angoisse au moment du soir et de se coucher. C'était quand je me couchais, je me disais alors Mmh. à quelle heure elle va se réveiller? Est-ce que c'est à Mmh. 1 heure du matin, à 2 heures? Est-ce que c'est dans 30 minutes? Et je pense que je m'endormais en fait en anticipant le réveil, ou Mmh. peut-être pas cette nuit, mais comme c'était à peu près une nuit sur deux, il y avait quand même un petit espoir, mais voilà. Et puis
dans le couple, effectivement, même dans un couple relativement solide où on a pris, où on fait face ensemble à l'autisme, le sommeil, c'est souvent le point d'achoppement, parce que au bout d'un moment, même en ce qui me concerne, effectivement, j'essayais de préserver un petit peu le sommeil de mon mari, puisque la répartition des choses avait fait que c'était lui qui conservait une activité professionnelle et que moi j'avais mis la mienne en stand-by. Au bout d'un moment, ouais, le mode survie fait que on peut plus faire attention à l'autre et que l'attention aussi se cristallise autour de ce moment des nuits, des insomnies de ma fille et où ça devient du chacun pour soi pendant ces nuits-là, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est difficile à vivre, évidemment, au quotidien. Et moi, je trouve effectivement, comme le dit là aussi Aurélie, je trouve que ce problème, enfin, c'est les conséquences de ce manque de sommeil, c'est aussi là où on se rend compte qu'on est dans un monde parallèle, qu'on a quitté le monde des gens normaux. Et je me rappelle que je le ressentais, par exemple, en discutant pendant les discussions avec les copines ou les mamans d'autres enfants à l'école qui arrivaient parfois avec des cernes jusque-là et le visage défait en disant j'en peux plus, ça fait 2 nuits que ma fille, mon fils dort pas et c'est insupportable et j'en peux plus. Et là, on dit rien, quoi, en fait. On va pas commencer à déballer le fait que nous, c'est pas une nuit ou 2 nuits, mais que ça s'étale sur des années. Mais il y a la prise de conscience que ben oui, on n'est plus dans le même tout à fait dans le même référentiel et dans le même monde. Voilà. Enfin, je pense que c'est un peu universel chez les parents. Merci beaucoup c'est vraiment un témoignage extrêmement poignant, je trouve. Alors j'espère que voilà, je pense que ça va beaucoup aider à d'autres parents aussi de l'entendre. Et Stéphanie, je me souviens quand on avait quand on avait travaillé ensemble, quelque chose que vous avez dit d'assez poétique, c'était que la nuit, elle se réveille et on pense à tous ces autres parents qui sont réveillés quelque part, parents d'enfants avec autisme, qui eux aussi veillent et on regarde, on se dit, il y a une sorte de communauté solidaire, mais on ne sait pas où ils sont à ce moment-là. Mais de l'imaginer, en tout cas, ça peut parfois faire qu'on se sent un tout petit peu moins seul dans ces moments très difficiles. Ouais, non, c'est vraiment quelque chose qui peut apparaître complètement dérisoire et farfelu, mais le sentiment de solitude est tellement fort dans ces moments-là que ne serait-ce qu'une petite pensée comme ça met du baume au cœur. Et juste peut-être pour rebondir sur ce sentiment de solitude, c'est évident que ça vient renforcer l'isolement. Je parlais du sentiment de plus faire partie du monde des gens normaux, mais il y a aussi l'isolement social parce que il est impossible ou quasiment impossible de faire appel, de faire garder son enfant le soir pour avoir une sortie à deux en tout cas, puisque là avec mon mari on se relayait le soir et même inviter des amis chez soi le soir, c'était devenu inenvisageable parce que entre le moment du coucher qui prend 3 heures et cette espèce d'obsession ensuite de ne pas perdre du temps de sommeil ou aussi l'obsession de ne pas faire de bruit parce que ma fille avait un sommeil donc très léger. Donc en fait, on en arrive à organiser la vie en fonction de ça. Et par exemple, je me rappelle voilà que c'était une période pendant laquelle on ne sortait pas et nos amis ne venaient pas non plus nous voir le soir de peur qu'il y en ait un qui fasse un petit peu de bruit et qui la réveille. Bon, voilà. Donc effectivement, c'est un mode survie et qui n'est pas très épanouissant. Et on imagine bien que si les médecins, les personnes qui s'occupent des enfants avec autisme vont pas questionner un petit peu ça, on se dit ben je suis un petit peu responsable de ce qui m'arrive, peut-être qu'on pourrait faire autrement et je trouve que vraiment on ressent ça dans ce que vous nous dites que on vous a pas tendu la perche pour vous dire ben ce que vous vivez ben c'est
entre guillemets l'histoire typique d'un enfant avec autisme. Et on peut espérer que ça évolue quand même. Alors, je vais dire peut-être, alors même si j'ai eu ces sentiments-là, alors peut-être que moi j'avais quelque chose une force naturelle qui est que je ne suis pas une grosse dormeuse. Même avant la naissance de Marie, en fait, je suis quelqu'un qui n'avait pas besoin de beaucoup plus de 5 ou 6 heures de sommeil par nuit. L'autre force que j'avais, mais qui n'est pas forcément un exemple, c'est que c'est vrai que Marie étant la 5e enfant, en fait, j'avais déjà arrêté de travailler. Donc, c'est vrai que je pouvais aussi rythmer mes journées, même s'il y en avait 4 autres au-dessus. Enfin bon, en fait, je pouvais me dire que j'avais le droit de me faire une sieste aussi, voilà, de temps en temps, puisque je n'avais pas d'horaire de travail particulier. Donc ça peut être aussi une force. C'est-à-dire, c'est pas considéré forcément que c'est complètement dévalorisant de ne plus travailler, peut-être. Enfin, je voudrais parler pour toutes les mamans qui se sentent du coup qui pourraient se sentir culpabilisés de devoir arrêter de travailler, ou les papas, c'est-à-dire que ça peut être un temps où en fait on peut aussi prendre pour soi et pour sa santé, et que c'est pas forcément dévalorisant. Enfin, en tous les cas, je ne l'ai pas vécu comme ça. Et puis l'autre point, c'est que aussi on s'est organisé assez tôt, notamment pour pouvoir avoir des temps de vie familiale et aussi de couple. C'est que Marie est allée en fait, elle est partie en accueil, ce qu'on appelle en accueil temporaire, en tous les cas, ou séjour. Aujourd'hui, à la mode, on dit séjour de répit. Enfin bon, voilà. 3 fois par an, 3 semaines par an de suite, 3 fois 3 semaines, dès l'âge de 8 ans. Donc, on a trouvé à chaque fois des lieux qui étaient pas mal, qui pouvaient être à 500 km, mais je préférais faire les 1000 km, 2 fois aller-retour. Et du coup, ça nous donnait vraiment cette pause pour reprendre ce que disait Stéphanie, faire des choses avec des amis, faire des choses avec vos autres enfants, sans être pris par finalement les routines, et notamment les routines sommeil de Marie, qui effectivement pesaient quoi sur la vie de couple, mais aussi sur les autres enfants, aussi sur les frères et sœurs. Là, c'est vraiment du 3 semaines. Enfin, c'est vraiment, il faut temps en fait pour que nous on se reconstruise. Enfin, oui, tout à fait. Alors, c'est bien d'avoir cette description. Effectivement, comme vous dites, Sophie, vous étiez déjà organisée même avant la naissance de Marie dans une répartition des tâches qui a fait qu'en termes de l'organisation du couple, certes, c'était plus dur sur vous, mais ça n'a peut-être pas modifié les choses de manière extrême. Ce qui est important à dire dans beaucoup de couples, c'est vraiment, et c'est ça qui est probablement aussi parmi les facteurs pourquoi il y a un peu plus de séparation dans les couples de parents, d'enfants avec handicap et plus particulièrement d'enfants avec autisme, c'est que ça crée du coup justement une inégalité parce qu'il y a souvent un des parents, alors c'est souvent la mère mais pas seulement mais ça peut être aussi parfois le papa qui va diminuer voire arrêter son activité professionnelle, ce qui n'est déjà en soi pas facile à vivre, qui est du coup en première ligne par rapport aux troubles du sommeil parce qu'on va préserver le sommeil de celui qui va continuer à travailler et qui est aussi celui qui contribue du coup financièrement le plus au foyer. Et c'est un peu la double, mais voire parfois, comme disait Stéphanie, la triple peine, parce que on perd la reconnaissance de par son travail, pour ceux qui arrêtent ou qui diminuent de travailler, on est physiquement plus épuisé. Et en plus, les moments positifs qui pourraient réunir à nouveau le couple, comme aller manger le soir, sortir ou inviter des amis pour une vie sociale, sont aussi plus difficiles. Et c'est ça qui fait vraiment que c'est un cocktail, je dirais, qui peut être assez néfaste pour un couple. Et les troubles du sommeil peuvent vraiment très grandement y contribuer, alors que c'est thématisé nulle part. Hein. Et là aussi, c'est encore une fois une raison pour poser systématiquement cette question-là et peut-être l'aborder de cette manière pour que ça ne soit pas sujet de discorde au sein du couple, alors que finalement les deux sont victimes, finalement. Les deux parents sont victimes de cette situation. On sait bien que la dette de sommeil, ça a une répercussion au niveau physique et au niveau psychique, cognitif.
quand on est en dette de sommeil. Alors, je pense que là, les mamans nous l'ont bien expliqué sur la dysrégulation émotionnelle, sur le fait de se sentir irritable, d'avoir du mal à gérer ses émotions, une hypersensibilité, pleurer plus facilement, et une augmentation d'une symptomatologie anxieuse, et pouvant évoluer vraiment vers une symptomatologie dépressive. Est-ce qu'on a une chance de s'en sortir ou... Alors, donc clairement, en fait, vous voyez que certaines choses sont assez facilement réversibles. Et rien que de récupérer pendant 1, 2, 3 semaines, comme disait Sophie, dans le cadre d'un séjour à répit, ou parfois aussi quand on introduit un traitement qui marche très bien et d'un coup l'enfant dort vraiment très bien et les parents peuvent récupérer, parfois il ne faut pas grand-chose et on se sent tout de suite mieux. Ce qui va, par exemple, plus vite disparaître, c'est l'émotivité, sont des difficultés attentionnelles, etc. Parfois, pour le sommeil même, ça peut durer un peu. Parce que si vous êtes habitué de vous réveiller en tant que parent toutes les nuits à cause des enfants, il suffit que l'enfant va d'un coup dormir très bien et les parents vont quand même continuer à se réveiller en surveillant qu'est-ce qui se passe, pourquoi il dort, etc. Là où ça peut être plus compliqué, et ça, c'est là que c'est le moins étudié, c'est tout l'aspect interactionnel et aussi sur les relations familiales parfois, parce que on est parfois du coup dans un tel système sous contrainte de tension, chapeau de plomb, vous avez dit Stéphanie, ou chapeau de plomb pardon, et Aurélie, vous disiez le tunnel, que on ne sort pas si vite du tunnel dans ses relations avec l'enfant, avec la fratrie, avec en tant que couple, ça peut parfois prendre un peu de temps.